Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Apchi, chasseuses de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, l'EDD by Fed Legal. Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je reçois Émilie Le Tocquer-Calam, fondatrice et présidente de Calam, The Legal Ops Company, et cofondatrice de la commission Legal Ops de la FJE, l'Association française des juristes d'entreprise. Ça commence bien, j'ai déjà bafouillé. Émilie, comment ça va aujourd'hui ? Tu peux dire Émilie, du coup, si tu veux rester tous en anglais. Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'être là, en tout cas. Émilie, on se connaît un petit peu, parce que tu es déjà intervenue à plusieurs événements qu'on a organisés, la matinale Fed Legal, sur les Legal Operations. Du coup, tu es intervenue aussi à l'émission du Legal Club Sandwich, que j'ai la chance de co-animer avec Pierre Landy et Nia Le Sauvage, aussi sur les Legal Ops, que vous allez voir, Émilie, c'est une de ses passions, les Legal Operations, du coup. Avant qu'on en parle, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire d'où tu viens ? Oui, donc je suis Émilie Le Tocquer-Calam, j'ai 36 ans, je viens de Melun, en Seine-et-Marne, une riante ville pénitentiaire, connue principalement pour ça. Voilà d'où je viens, je ne sais pas s'il faut rentrer dans plus de détails. Tu me dis ce que tu veux, Émilie, du coup. Voilà, je viens de là, j'ai fait mes études un peu partout en France. Ensuite, j'ai commencé du coup à l'université de Melun, à Paris 2, et ensuite je suis allée à Strasbourg et à Toulouse, enfin dans l'autre sens d'ailleurs, à Toulouse puis à Strasbourg, poursuivre mon droit et faire un Master 2 en sciences politiques à Sciences Po à Strasbourg. Puis je suis revenue finir mes études en droit des assurances à Paris 2. Voilà, donc c'est un petit tour de France inversé. Et du coup, il est vrai qu'avant d'être la fondatrice de cette société que tu as créée, tu as commencé en tant que juriste assurance. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours après la fac ? Oui, alors après la fac, il faut que je reprenne juste au niveau du Master 2 parce que c'est très corrélé. Mon Master 2 était donc mon deuxième Master 2. Pour des raisons financières, il fallait absolument que je le fasse en alternance. Et donc, ça a aussi conditionné mon choix de Master 2, qui est un droit des assurances qui privilégiait rien, mais qui ne fermait pas de porte surtout, et qui permettait de faire du droit privé et du droit des affaires en fonction des versants, et qui permettait aussi d'exercer en entreprise ou en cabinet d'avocat. Et comme à l'époque, j'avais pas une absolue certitude encore sur ce que je voudrais faire, ça me permettait de ménager les opportunités. Et du coup, j'ai trouvé à l'issue de mon alternance, je suis restée en fait dans la fédération professionnelle dans laquelle je me trouvais, comme juriste en droit des assurances et comme formatrice surtout. Et c'était donc une première expérience assez intéressante et pas tout à fait standard. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, je crois. Et ensuite, j'ai voulu donc faire autre chose que de la formation. Enfin, j'adore toujours la formation, mais du coup, j'ai cherché un poste en direction juridique et j'ai trouvé un poste de responsable des assurances dans une entreprise qui fait de l'immobilier d'entreprise. Et j'ai par ailleurs continué à poser des jours de congé pour faire de la formation sur mon précédent job parce que vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à faire du droit des assurances en entreprise, ce qui était passionnant. C'était un monde de l'immobilier que je ne connaissais absolument pas et qui était en plus très vaste parce qu'à cette occasion-là, du coup, j'ai découvert tout ce que ça concernait, et donc c'est la transaction immobilière, l'évaluation immobilière, l'aménagement de bureaux, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et bon, je suis très curieuse de nature, mais je trouve qu'il n'y a pas de domaine qui n'est pas intéressant si on creuse un tout petit peu les sujets. Et là, du coup, j'en ai eu pour mon argent. Il y avait beaucoup de choses à creuser. Donc ça a été épanoui sur ton poste. Et qu'est-ce qui a embrayé, ce qu'on va parler après d'entrepreneuriat, du coup, quelle a été la suite du parcours jusqu'à devenir entrepreneur Et un peu avant mes 3 ans d'ancienneté dans cette entreprise, j'ai été débauchée pour être responsable juridique chez Dell pour la branche pas la branche immobilier, pour la branche software. Pour 2 raisons, parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour couvrir un congé parental un peu long, qui nécessitait d'être bilingue anglais et parfaitement autonome, puisque c'était pour prendre la zone IMIA France, Espagne, Italie, et donc être au sein d'une équipe IMIA parfaitement délocalisée, puisque mon N+1 était en Allemagne et mes collègues étaient chacun dans un pays européen. Donc c'était ma première expérience du télétravail, aujourd'hui qu'on connaît tous, mais moi à l'époque, autant vous dire que c'est un peu novateur, oui. C'était en 2013, si ma mémoire est bonne, voilà, c'était pas quelque chose d'habituel. Et donc du coup, c'était toujours pas de l'entrepreneuriat, mais c'était déjà mon premier gap
qui m'a mis le pied à l'étrier du monde de l'informatique, qui m'a beaucoup intéressée. C'est pareil, c'était quelque chose que je connaissais pas, hein, qui est très vaste. Et à la suite de ça, à la suite de cette fin d'expérience, puisque la personne est revenue prendre son poste, Dell est une boîte extraordinaire, je serais volontiers restée, mais il se trouve que la personne pensait la même chose. J'ai eu l'opportunité de cofonder une legal tech, et c'était en fait mon premier pas dans l'entrepreneuriat. Cofonder, c'est à deux, donc on est par principe, du coup on était plus que deux, même en l'occurrence on était 4, mais c'est du coup une première expérience de l'entrepreneuriat un peu plus facile que quand vous vous lancez tout seul, puisque du coup c'est ce que j'ai fait par la suite, donc j'ai un bon point de comparaison. Et donc du coup ça existe toujours, j'en suis très contente, c'est une legal tech. Et moi, j'étais la chargée du design du produit, puisque c'était à destination des cabinets d'avocats, donc j'étais l'expérience métier et en charge des operations et de l'implémentation avec les clients, donc c'était absolument passionnant. Et ensuite, j'ai décidé de fonder ma propre société spécialisée dans les legal operations, qui était une partie de ce que je faisais avant, mais là, du coup, je me centrais vraiment à 100% sur ça, et ça a pris un tout autre tournant. Et c'était il y a 3 ans. Et justement, comme on parle d'entrepreneuriat du coup ici dans ce podcast, aujourd'hui tu es entrepreneur, et pour toi c'est quoi un entrepreneur ou une entrepreneuse du coup ? Alors, un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est quelqu'un qui entreprend. D'accord. Mais en fait, c'est quelqu'un qui entreprend un projet, qui va porter un projet à bout de bras. Alors, je veux pas briser les secrets d'alcôve, mais il se trouve qu'en préparant le podcast ensemble, on a eu déjà une pré-conversation sur l'entrepreneuriat versus l'intrapreneuriat. Donc, peut-être qu'on peut faire une définition en creux, mais l'intrapreneuriat, c'est donc de porter des projets entrepreneuriaux, mais en interne d'une entreprise. Donc on a un poste de salarié, mais on va porter quelque chose de particulier, un chantier un peu de grande envergure et sur lequel on va avoir une pleine responsabilité, mais toujours dans ce cadre-là du salariat, versus l'entrepreneuriat qui est du coup de sortir, comme on dit, de sa zone de confort, là, l'expression très à la mode, mais en tout cas de sortir de sa zone de salariat, ça c'est sûr, ce qui est extrêmement inconfortable, soyons francs, au moins au tout début, et donc de porter son projet. Après, je pense que ça recouvre une diversité de projets. Évidemment, ça n'est pas sectoriel. Ça peut être protéiforme. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. C'est très bien. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre toi-même ? Alors, moi, j'ai toujours eu un tempérament fort, déterminé, volontaire. Je pense qu'en fait, il y a un pattern dans les gens qui sont entrepreneurs. Donc, en tout cas, ça se confirme à chaque fois que j'en rencontre. Ça en fait partie, mais évidemment, c'est pas l'unique raison. Il faut ensuite, il faut avoir un projet dans lequel on croit. Et puis ensuite, il y a forcément un concours de circonstances qui se présente ou pas. Et souvent, dans la vie des entrepreneurs, il y a quand même eu au moins l'élément déclenchant qui fait qu'on s'est lancé la première fois. Et du coup, là, je pense que c'était un peu une conjoncture des 3 événements. Et j'avais très envie de me lancer dans cette spécialité qui me passionnait, que j'ai découvert à l'occasion de mon premier poste, enfin de ma première expérience entrepreneuriale plutôt. Mais là, pour faire une réponse plus courte à ta question, ce qui a été l'élément déclencheur de ma première expérience entrepreneuriale, donc la société qu'on a cofondée, c'était un concours de circonstances. C'est Jean-Marie Valentin, qui est président de Legal Cluster, qui m'avait recontacté après quelques années où on avait échangé lors d'un cocktail et puis on avait écrit un article à 4 mains, on avait bien accroché, qui est venu me proposer ce projet, qu'il avait déjà en tête et qu'il avait déjà plus ou moins formalisé et qui voulait qu'on se lance à plusieurs et qu'on lance ce projet-là. Et moi, j'ai été tout de suite très emballée. Donc, c'était pas à mon initiative et ça fait probablement toute la différence. Donc, je me suis laissée embarquer dans un projet très inspirant la première fois. Et puis la deuxième fois, en revanche, c'est moi qui avait mon propre projet. Et du coup, c'est vrai que c'est pas tout à fait ni la même dynamique, ni les mêmes éléments déclencheurs. Ce qui est très fort dans ce que tu dis, c'est que même si au départ tu vas accompagner un projet de quelqu'un d'autre pour le coup, en étant toi-même entrepreneuse, et ensuite du coup chez Calam The Legal Company, pardon, je bafouille encore. Du coup, c'est que on n'est jamais tout seul en fait. Enfin, tu vas m'en parler après, du coup, mais on peut être entrepreneur, on a son idée, mais il faut être accompagné toujours pour avoir de l'aide et du soutien pour
Peut-être que non, du coup, je vois la tête d'Émilie, du coup, qui est pas tout à fait d'accord avec ce que je dis. Non, parce qu'on parle beaucoup quand même de la grande solitude de l'entrepreneur, Oui. quand il se lance en tout cas et qu'il est tout seul, quand c'est pas un projet de cofondation et qu'on est seul. Alors après, on s'entoure autrement. Déjà, on fatigue nos amis avec nos idées, notre famille aussi. On cherche du rebond de ce point de vue-là. Après, on peut intégrer des cercles d'entrepreneurs pour pouvoir échanger. Puisque indépendamment de l'activité sectorielle dans laquelle on se trouve, les problématiques sont relativement transverses pour le coup, donc on peut confronter les échanges et les points de vue et les retours d'expérience. Après, normalement, si tout va bien, l'équipe s'étoffe. Mais il y a une petite période, je pense, peut-être pas incompressible, mais en tout cas, qui peut être plus ou moins longue en fonction de l'activité et de à quel point ça fonctionne vite et bien, qui est quand même un petit peu solitaire par définition. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les retours d'expérience que j'ai des personnes que j'interviewe dans le cadre de ce podcast me disent que c'est vrai qu'il y a un moment où ils sont tout seuls, mais ils s'entourent malgré tout de personnes à l'extérieur du projet pour les aider justement à faire mûrir le projet, le faire grandir, etc. Donc, oui, il y a des coachs, il y a des mentors, il y a des personnes, ce qu'on appelle des sparring partners, qui vont pouvoir nous permettre d'échanger, et ça c'est indispensable. Oui. D'accord. Mais parfois on se retrouve quand même dans la solitude de son lit le soir ou de son bureau, plus vraisemblablement, à se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce truc, et est-ce que ce serait pas 1000 fois plus confort de prendre un salaire dans une grande boîte ? Et la réponse est oui. Mais est-ce que c'était le confort qu'on était venu chercher ? La réponse est non, ça c'est une évidence. Pour refaire le lien avec la première question, mes parents ont mis longtemps à comprendre pourquoi est-ce que je faisais ça à fond perdu, parce qu'en plus quand on est entrepreneur, on met un peu de temps à se payer. Pourquoi je restais pas juste dans une boîte avec un très bon salaire comme j'avais, donc j'aurais pu prétendre à être sur un bon track et à avoir encore plus, et donc c'était quand même beaucoup plus confortable, surtout quand on est mère de famille, quand on a des choses, on a des charges et des organisations familiales à gérer, et se mettre dans cette organisation entrepreneuriale où on nous dit ça nous permet de nous ménager notre vie privée, c'est vrai et pas vrai. Moi j'en suis pas un très bon exemple de fait, parce que du coup on travaille quand même beaucoup plus que ce qu'on travaillait en entreprise, et moi j'étais quand même déjà un petit bourreau de travail, donc je peux pas dire que j'avais beaucoup de marge de manœuvre, mais en fait si, force est de constater que si, et ça c'est vrai que c'est inconfortable. Il faut vraiment croire très fort en son projet et avoir un gros drive. Et justement, tu parles de croire en projet, c'est vrai que c'est quand même mieux quand on crée sa structure. Toi, tu crois aux Legal Operations. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est ? Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous m'écoutez pas assez. Les Legal Operations, c'est en fait les opérations qui, donc, tout le monde, les gens ne connaissent peut-être pas les Legal Operations, en revanche, les gens connaissent tous le poste de COO, donc le responsable des opérations. Eh bien, il y a des opérations qui sont appliquées à tous les domaines de l'entreprise, notamment dans les startups, mais pas exclusivement. Et il peut y avoir donc un Sales Ops, un Finance Ops, un Rev Ops. Et bien là, du coup, on se propose de créer la fonction de Legal Ops, Legal Operation Manager. Et donc, c'est la personne qui va organiser le département juridique dans la fluidification des process, dans l'outillage en fait, notamment informatique, et c'est surtout comme ça qu'on nous connaît aujourd'hui. C'est pas du tout exclusivement ce qu'on fait, mais on l'a fait beaucoup compte tenu de la période Covid qu'on vient de travailler, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de beaucoup d'organisation, de collaboration, de personnes qui vont travailler à distance, et que si on n'a pas des process, une organisation et des outils robustes pour ce faire, il n'y a pas de poursuite du business. Et s'il n'y a pas de poursuite du business, on a tous un problème. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir une organisation juridique le plus fluide possible. Et donc nous, on fait ce rôle-là de façon externalisée. On propose soit un appui aux Legal Ops qui sont en poste, mais qui ont beaucoup de chantiers à jongler, qui jonglent avec beaucoup de chantiers plus exactement, et qui n'ont que 2 bras. On peut aussi remplacer les personnes. Là, on remplace une personne qui est en congé maternité, et donc on fait le pont pour que l'intégralité des chantiers ne s'arrête pas pendant cette absence, puisque souvent il n'y a qu'une seule personne en charge des Legal Operations, en tout cas dans les entreprises de taille modeste. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut démontrer la valeur du poste avant que les personnes se décident à embaucher. Souvent, ce qu'on entend, c'est oui, mais nous, on n'a pas de quoi occuper quelqu'un à temps plein, ce qui s'avère absolument faux dans 100% des cas. Je serais très étonnée que ce soit pas votre cas. Mais du coup, dans ce cas-là, on peut venir et intervenir pendant une période contrainte pour démontrer auprès de la direction générale l'importance du rôle, la valeur ajoutée de la fonction, et du coup, de permettre l'ouverture de poste à terme. C'est un vrai rôle de facilitateur dans la direction juridique. D'accord. Et a priori, les directeurs juridiques et directrices juridiques qui en bénéficient sont très contents. Absolument, parce que ça leur dégage du temps pour autre chose aussi. Ça leur dégage du temps, oui. Alors en fait, ce qu'on me dit souvent, c'est qu'on me dit mais j'ai peur que ce soit mon rôle. En fait, c'est à moi de le faire. Et c'est souvent d'ailleurs
moi ce que moi j'entends aussi pour le coup. Ah oui, alors du coup vraiment il faut que je clarifie ça parce que c'est un vrai sujet. Quand j'explique ce dont il s'agit au quotidien, tout le monde s'accorde pour dire que évidemment que non, ça n'est pas de leur rôle, ni de leurs compétences, ni de leur mission. Nous on fait donc deux choses. On fait de l'organisation processuelle. Si je schématise très fort, les legal operations, il y a deux jambes. Il y a une jambe sur l'organisation processuelle. Et donc c'est faire des logigrammes, des process, du legal design, mais c'est aussi de la communication de la direction juridique en interne, la gestion du knowledge management. Enfin voilà, vraiment tout ce qui est organisation fluide. Et puis la deuxième jambe, elle est beaucoup plus technique. Elle s'applique surtout dans les scale-up, dans les licornes et les startups. Et c'est de l'organisation, de la gestion de chantier IT pour la direction juridique. Donc c'est l'implémentation de solutions technologiques à l'attention de la direction juridique. Et du coup, ça c'est vraiment de la gestion de chantier IT, ça n'est pas le rôle du directeur ou de la directrice juridique. Déjà, probablement qu'il ne saura pas faire et c'est bien normal. Et ensuite, cette personne-là a la vocation à gérer la stratégie juridique du département. Pas du tout du day-to-day et du quotidien de l'implémentation et discuter avec l'architecte IT et avec le service provider. Je connais déjà la réponse à la question que je vais poser et je l'ai déjà posée par le passé, mais je vais quand même la poser ici pour les auditeurs qui n'ont jamais eu la réponse. Il arrive parfois que certaines personnes en fait me disent tiens, LegalOps en fait c'est un paralégal. Et je connais un peu ta réponse, mais les auditeurs la connaissent pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ça n'est pas un paralégal du coup? Alors non, ça n'est pas un paralégal. Alors déjà en France on a quand même une très mauvaise connaissance du périmètre du rôle d'un paralégal. Il y en a peu et quand il y en a généralement c'est pas tout à fait aligné sur ce qui se fait aux États-Unis. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que le Legal Operation Manager, il va porter la stratégie des Legal Operations en accord et sous la supervision du directeur ou de la directrice juridique. Il va porter la stratégie de l'implémentation des outils, du knowledge management, des process, de la demande de budget également pour équiper la direction juridique. Il va avoir un rôle très transverse au sein du département, qui n'est pas un rôle managérial auprès des juristes, mais qui va nécessiter d'emporter l'adhésion, la sympathie et d'assurer la conduite du changement. Et pour toutes ces raisons, il faut absolument que ce soit une personne qui soit rattachée directement au directeur ou à la directrice juridique et qui ait une certaine envergure et une certaine assise dans l'entreprise. Et sauf erreur de ma part, ça n'est ni le rôle d'un paralégal, ni l'autorité qu'on va lui octroyer. Merci pour cette clarification. Je sais que c'est une question qu'on t'a posée à peu près 312 fois. Oui, mais puisqu'elle continue d'intervenir, c'est que je dois être extrêmement peu claire ou alors que je n'arrive pas à... Je l'ai encore entendu récemment, excuse-moi de te dire ça, Miki. je répéterai autant de fois qu'il le faut. La pédagogie, c'est le rabâchage, comme je le dis aux enfants. Revenons sur ton propre projet, du coup. Quels ont été les freins au départ? Alors, évidemment, choisir le confort d'un poste, confort avec plein de guillemets autour, bien sûr, mais d'un poste de salarié en entreprise versus un projet entrepreneurial avec les risques que ça comporte, l'investissement que ça comporte. Est-ce qu'il y a d'autres freins qui se sont présentés à toi au début? Oui, alors le frein principal, dit comme ça c'est peut-être pas très gentil, mais c'est ma fille, puisque j'étais enceinte quand j'ai monté ma structure. Ou plus exactement, j'ai monté ma structure et je suis tombée enceinte quelques mois après. En tout cas, j'avais commencé à plancher sur le projet. Donc évidemment que je ne l'apprendrai pas aux auditrices qui nous écoutent si elles ont vécu des grossesses. C'est quelque chose qui ne simplifie pas la vie. Et ça a été un gros frein limitant dans le volume d'horaire que je voulais produire, l'investissement que je voulais mettre dans le développement de la structure. Et du coup, ça a pris quelques mois supplémentaires par rapport à ce que j'avais envisagé dans la création de l'offre, le lancement du site internet. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a eu un frein qui était le Covid, mais qui en fait s'est avéré être un accélérateur. Mais dans un temps, ça a été un frein. C'est-à-dire que nous, on s'est lancé en septembre 2019, donc pré-Covid. Et on a tout de suite très bien travaillé, puisqu'on s'est immatriculé en urgence, puisqu'un gros client nous voulait. Donc on était très très heureux. Et ce contrat-là s'est malheureusement arrêté en avril 2020, donc très très peu de temps après le début du confinement, car absolument tout le monde était paniqué.
et la quasi-intégralité de la vie économique s'est figée à ce moment-là, dans l'absence de certitude du lendemain. Et les premières coupures de frais sont bien nécessairement les prestataires externes, et donc on était les premiers à en souffrir. Donc pendant cette période-là, ça a été un gros frein, parce que, en plus, ce qui était très frustrant, c'est que les directeurs et directrices juridiques voyaient bien l'intérêt de nos missions, voyaient bien la nécessité pour eux que nous intervenions à leur côté, mais en revanche, les directions générales étaient extrêmement prudentes dans la gestion de leurs finances, ce qu'on peut pas leur reprocher, mais de fait, pour les entreprises à ce moment-là, ça a été un peu compliqué, y compris pour nous. Et dans ce cas-là, tu te dis quoi, là, où justement ton gros client ne fait plus appel à toi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'entrepreneuse que tu es? Et j'étais très triste. C'est un podcast et le but c'est aussi d'être très franche, donc je vais vous le dire très franchement, j'ai beaucoup pleuré. C'était mon premier client, on avait 3 mois d'existence, enfin un peu plus. Ça représentait à ce moment-là 100% de mon chiffre d'affaires, c'était absolument catastrophique pour moi. Voilà. Après, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, et l'avantage c'est que la directrice juridique qui m'a appelée pour friser le contrat, ça n'était pas un arrêt du contrat, mais c'était un frise du contrat, était absolument désolée et surtout bien embêtée parce qu'on lui apportait une aide précieuse et que du coup elle allait devoir avoir des triples journées pour rattraper ce qu'on ne ferait plus. Néanmoins, l'histoire termine bien puisque ils sont revenus quelques mois après, donc preuve que, et on travaille toujours pour eux aujourd'hui, donc preuve que la valeur ajoutée qu'on apporte était pas discutable. Mais clairement, quand on dit la vie d'entrepreneur est faite de hauts et de bas, là on en a une illustration dans un temps très court, puisque quand vous êtes en cours d'immatriculation en urgence parce que le client vous veut absolument, mais que la mission débute maintenant et qu'avec le process achat il faut faire très vite, c'est un très gros haut. Quand vous avez votre première facture que vous émettez, vous êtes d'une fierté absolue parce que vous dites sur un truc que j'ai créé moi-même avec une vague idée au début et puis qui s'est affiné au fil du temps, ça correspond à un apport de valeur que quelqu'un est content de rémunérer. C'est vraiment, ça nous rend très très fiers, bien plus fiers que ce que j'ai jamais pu faire en entreprise en tant que salarié. Et clairement, parfois, il y a des bas qui sont vraiment très très bas. Alors je dirais bien que je touche du bois et que j'ai pas eu de bas aussi bas qu'à ce moment-là. Mais j'entends bien que l'intégralité des entrepreneurs disent que ça fluctue et qu'il y a des moments de gros hauts de vague et des creux de vague. Bon, là, je suis très contente, on est sur un haut de vague. J'espère qu'on pourra surfer dessus aussi longtemps que possible. Et qu'est-ce qui t'a remotivé, on va dire, et qui te motive sans doute toujours aujourd'hui pour justement te remettre en selle face à non, mais alors en fait, je n'ai jamais perdu ma motivation. J'étais très triste, mais j'ai jamais été démotivée. Déjà, je ne me démotive jamais. Je suis pas tombée de selle. J'étais atterrée, attristée. J'étais furieuse contre... Mais bon, peut-on être furieux contre le Covid? C'est encore un autre sujet. Pour plein d'autres raisons, je veux dire, il s'est passé des choses beaucoup plus graves dans la vie de tout le monde que la perte d'un client. Non, je suis restée motivée immédiatement. Du coup, à ce moment-là, il se trouve que le 1er avril, c'était la fin de mon congé maternité. Donc, j'aurais dû retourner au travail. Finalement, non. Et puis surtout, du coup, on était confinés, mais j'avais pas non plus de mode de garde. Donc, j'avais un bébé de 3 mois. Du coup, il fallait quand même continuer de travailler. Donc, c'est là où on s'est mis à faire des triples, quadruples journées, à bosser la nuit, le soir, quand les enfants ne dorment pas, avec un porte-bébé dans le dos. Et du coup, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce moment-là sur l'explication des Legal Operations, qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube, ce qui est quand même extrêmement novateur, parce qu'à l'ère de TikTok et Snapchat, moi j'ai réouvert une chaîne YouTube, mais néanmoins, comme je m'adressais à un public potentiellement pas sur TikTok, je me suis dit que c'était quand même pas plus bête. Et puis, j'ai écrit beaucoup d'articles. J'ai été sollicitée à cette occasion-là par beaucoup de personnes qui avaient besoin qu'on leur explique et qu'on commence à bosser. Et puis, comme beaucoup d'entrepreneurs sans doute, j'ai fait beaucoup de projets gratuits à ce moment-là. Et il se trouve que ça paye ensuite. Ça paye ensuite. Alors après, moi, je suis quelqu'un qui n'essaye pas non plus d'avoir une rentabilité à tout prix. Je fais des choses parce que ça me fait plaisir et que ça m'intéresse. Mais force est de constater que ensuite les gens sont reconnaissants et que maintenant, je travaille pour des gens qui, à l'époque, m'ont demandé des choses gratuitement que j'étais heureuse de faire. Donc l'histoire se finit bien et se poursuit même très bien. Elle se poursuit bien, j'espère qu'elle se finit pas bien, j'espère qu'elle se finit pas tout de suite en tout cas. Non, bien sûr que non. Et justement,
tu dis parce que tu n'es pas seule. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une équipe qui a grandi de manière assez incroyable, puisque vous êtes passé de 1 à presque 8 ou 10. Je te laisse... Oui, alors aujourd'hui, on est 7 et on sera 9 d'ici cet été, puisqu'il y a 2 personnes qui sont en préavis actuellement et qui vont nous rejoindre très prochainement. On est on était 2 assez rapidement, puisque j'ai un associé qui m'épaule au quotidien, qui a pris la première mission d'ailleurs qu'on a décrochée, puisque moi-même j'étais en toute fin de grossesse. Et effectivement, en fin d'année 2021, là on a eu un afflux assez incroyable de clients, soit de reprise d'anciens contrats, soit de nouveaux clients. Bon, après, c'est le bouche à oreille et plus on travaille. Hein. Je pense que ça marche comme ça. Et parfois, et j'en suis heureuse, notre réputation nous précède et que quand on me contacte en me disant j'ai des super échos de ce que vous faites, je veux bien que vous le fassiez pour moi, je suis immensément fière de ça. Mais du coup, ce qu'on arrivait à faire à 2 jusqu'à maintenant, alors au prix de nuits très courtes, d'une organisation sans faille et de beaucoup de travail. Vraiment, j'avais jamais autant travaillé. Mais on arrivait à couvrir ça et tous les besoins clients à 2. En revanche, à un moment donné, ça connaît ses limites et donc il a fallu qu'on embauche. Et du coup, ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui, tu as une équipe de presque 10 personnes, en tout cas à l'été. On a hâte de savoir qui, parce que si vous suivez Émilie sur LinkedIn, moi je like depuis une semaine ou même depuis plusieurs semaines l'arrivée de collaborateurs et collaboratrices du coup. Donc bravo pour c'est le grand mercato. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est une question que je voudrais te poser, c'est que forcément, donc, tu es entrepreneur, tu l'as dit, tu es entrepreneuse du droit et tu es une entrepreneuse femme. Est-ce que ça change quelque chose ? Eh bien, comme je ne suis pas un entrepreneur homme, je n'ai pas de point de comparaison. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Après, je peux quand même y répondre en projetant ce que je vois de mes amis entrepreneurs hommes, ou pas amis, mais entrepreneurs hommes. Et dans la différence de traitement, de prise au sérieux, peut-être que oui, on peut dire que ça change quelque chose. Alors, ça ne change pas quelque chose intrinsèquement, c'est-à-dire que moi, je me pense entrepreneur tout court. Oui, et femme, mais enfin je ne lis pas spécialement les deux. Force est de constater que parfois les gens nous renvoient cette image-là et c'est une question qu'on a régulièrement. Donc c'est une dimension qui est à prendre en compte. Mais j'essaye de pas le prendre. Moi, j'essaye de pas le prendre en compte. Mais ce qui est dur, c'est de faire comprendre aux gens que c'est pas une dimension particulière. Et on a déjà échangé aussi, notamment en préparant l'émission, sur le fait d'être manager en tant que femme. Est-ce que ça change quelque chose ? Le côté entrepreneur, c'est quelqu'un qui porte son projet, qui le monte, qui le crée, qui fédère des gens autour de soi. Voilà, puis après, on devient manager, du coup. Est-ce que ça change quelque chose aussi d'être une manager femme ? Alors ça, c'est pareil. En fait, c'est une question qu'on entend souvent, pas moi, mais de façon générale. Et moi, c'est un discours dont je me distancie beaucoup. Je trouve que finalement, c'est contre-productif. Quand on parle de management féminin, de management masculin, quand on parle de complémentarité des hommes et des femmes, ça vient dire en creux qu'il y a des choses sur lesquelles on est bonne. Et très bien, youpi. Mais ça veut aussi dire qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas bonne. Et je refuse de croire que par génétique, il y a des choses sur lesquelles on est meilleur et des choses sur lesquelles on est moins bonne. Donc peut-être qu'il y a une diversité de compétences que on a retrouvé au cours de nos parcours et expériences, plus chez des femmes que chez des hommes, mais peut-être qu'il faut s'interroger sur la raison pour laquelle on les retrouve là. Et pour moi, c'est pas inné, c'est acquis et ça procède de l'éducation genrée qu'on donne aux petits garçons et aux petites filles. Donc oui, elles sont plus dans l'écoute, oui, elles sont plus dans l'empathie, mais pour quelle raison ? Parce qu'on les éduque comme ça. Et donc du coup, de la même façon, puisque ça procède de la façon dont on vous a élevé, il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise qui n'ont pas du tout ces caractéristiques-là, et c'est pas un problème. Pour moi, ça devrait être lié à la personnalité. Donc il y a des femmes ou des hommes qui sont plus affirmatifs, des hommes qui sont plus dans la transaction, des gens qui sont plus dans l'écoute, des gens qui sont plus dans le management un peu directif. Voilà. C'est pas une question de genre, mais juste de personne. C'est pas une question de genre, c'est une question de personne, et c'est pour moi une question aussi dont on a pu être façonné, donc à la fois par notre éducation, mais aussi par tout ce qu'on a vécu au travers de nos expériences professionnelles, de notre vie personnelle, de ce qu'on a pu rencontrer. Et je pense qu'en tant que manager, on essaye de se construire, en tout cas moi c'est mon point, j'essaie de me construire, j'allais dire à l'opposé de ce que j'ai pas aimé chez des managers et de la même façon de ce que j'ai apprécié chez d'autres.
Donc j'essaie de faire un mix entre les deux mondes, et puis à ça tu rajoutes ta propre personnalité qui influe, et puis tu rajoutes à ça aussi les personnes et les interactions que tu peux avoir, et les personnes ne sont pas réceptives de la même façon, ou elles-mêmes elles n'ont pas les mêmes interactions avec toi. Donc ça fait un peu de tout, mais du coup voilà, ça n'est pas parce que je suis une femme manager, je suis Émilie qui manage, et je suis la même Émilie qu'avant et que dans ma vie perso, quoi. Et justement, quel manager tu es selon toi? Parce que là tu t'es retrouvée à manager une équipe plus importante tout à coup, enfin pas tout à coup, mais en tout cas pas du jour au lendemain, mais en assez peu de temps. Du coup, selon toi, quel manager tu es? Bon, j'allais faire une blague en disant que c'était eux qu'il fallait appeler pour savoir exactement. Je sais pas si on est toujours le mieux placé pour l'envisager. En tout cas, ce qui me drive, c'est une phrase que j'ai relue il y a peu de temps, qui dit que diriger, c'est faire confiance. Et pour moi, c'est important, ça. Je dis pas que c'est 100% que de faire confiance, car par ailleurs, j'ai été élevée dans une doctrine de la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais néanmoins, pour moi, c'est très important. Je fais attention au recrutement. Je suis contente des personnes avec lesquelles je travaille. Du coup, je leur laisse au maximum la flexibilité et les mains libres pour faire ce qu'elles ont à faire. J'essaie d'être toujours là si elles ont des problèmes, si je peux les aider d'une façon ou d'une autre. Enfin, il ne faut pas confondre la flexibilité ou la confiance avec l'abandon. Ça, c'est aussi important. Mais en tout cas, moi, j'essaie d'être un manager toujours présent, mais pas du tout dans le micromanagement. Déjà parce que j'ai toujours détesté ça, parce que c'est pas mon état d'esprit, parce que je pense que je serais très mauvaise manageuse micromanagement. Voilà, du coup, je m'appuie sur des personnes intermédiaires qui vont manager les personnes les plus juniors ou les stagiaires ou les alternants, parce que j'ai aussi une bande passante de temps assez peu flex, assez peu large. Voilà, du coup, j'essaie de passer le relais managérial autant que faire se peut pour que ce soit un peu plus diffus et pas du tout centralisé. Donc plutôt collaboratif pour le coup. Plutôt collaboratif. Après, bon, en fait, quand on parle de management horizontal, je vois jamais très bien à quoi ça renvoie, parce qu'il y a un moment donné, faut décider. Et voilà. Surtout quand c'est ton projet, en plus. Quand c'est pas que manager, tu es aussi entrepreneur. Exactement, et c'est ta boîte, et il faut bien que tu élabores une stratégie. Alors, elle se co-construit. Je suis pas du tout la seule à le faire, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions, et si la question de demain se pose de prendre à droite plutôt qu'à gauche, qui va décider? Ou alors est-ce que tu traces un chemin médian? Et voilà, mais enfin, de toute façon, il faut bien que quelqu'un à un moment donné prenne le lead et avance, et ça, c'est mon rôle aussi. Donc voilà, j'essaie de déléguer cette partie-là. La personne qui m'épaule au quotidien numéro 2 a aussi un très gros rôle managérial, peut-être même plus que moi au quotidien d'ailleurs, auprès des équipes. D'accord. Et comment tu as réussi à embarquer justement ces personnes de venir travailler avec toi? Parce que faut les convaincre quand même. Voilà, tu es quelqu'un de passionné, du coup je pense que ça se ressent. Moi je le sais, hein, chaque fois que tu parles des Galops, tu as les yeux qui pétillent et tu es très convaincu du sujet pour le coup et de ton projet. Comment tu réussis, et que tu as réussi en tout cas à convaincre les personnes de venir travailler avec toi? C'est facile, c'est grâce à des chèques vacances et un très gros CE, comme on peut s'en douter. Avantage concurrentiel incroyable. Non, du coup, c'est de fait pas du tout avec des arguments traditionnels. Ça veut dire que on convainc par le projet principalement, parce qu'il faut que des personnes croient vraiment en ce qu'on fait. Peut-être que c'est ça le plus dur, c'est quand on monte sa boîte, on croit vraiment à ce qu'on fait, évidemment, mais du coup, d'embarquer des gens et de trouver des gens qui croient autant que toi à ce que tu fais, c'est pas facile. Et d'ailleurs, j'en parlais hier soir avec une personne qui me disait: moi, j'ai monté ma boîte et en fait, on va faire que de l'association. Je veux pas de salariés, en fait. Je veux pas les emmerdes dans une équipe de salariés. C'est vrai que c'est très complexe à gérer et très, très chronophage. Et du coup, elle m'avait dit, moi, je vais faire que de l'association, comme ça, au moins, je suis sûre que les personnes, ils sont morts de faim comme moi, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont une volonté. Et c'est vrai que tu peux pas, évidemment, demander autant d'investissement à tes salariés que ce que toi. Moi, j'ai un rythme de vie qui est infernal. Et j'en attends pas autant des gens qui travaillent pour moi. C'est bien normal, même si elles se donnent beaucoup. Donc, du coup, comment je les ai fait venir? Déjà, il me semble que je rémunère très justement les compétences. Parce que j'ai beau dire que, et c'est ma première réponse, qu'on les fait venir pour un projet, j'ai aussi beaucoup trop subi ce genre de discours dans ma vie professionnelle pour savoir qu'un projet c'est bien mais ça paye pas ton loyer. Donc je pense qu'il y a un respect à avoir envers ses salariés qui est minimum et qui passe aussi par le salaire. Donc il faut proposer un projet enthousiasmant, une rémunération qui est juste. Et l'autre élément qu'on met beaucoup en avant, c'est la flexibilité dans le travail. Donc c'est des conditions qu'on essaie de donner qui sont celles qu'on aurait voulu avoir quand on était nous-mêmes salariés.
salariés, donc des bureaux qui sont sympas, hyper lumineux, en plein centre de Paris et pas en banlieue périphérique, pas très accessible. Là, on est dans le 2e, donc globalement, tu peux pas faire plus plein centre. Ça va, c'est quand même plutôt pas mal, oui. Ensuite, du télétravail, de façon, en tout cas pour l'instant, pas réglementée, pas encadrée. J'aime bien qu'on puisse se voir et je pense que les gens qui bossent avec moi aussi, et c'est important de maintenir un lien social, donc c'est pour ça que je dis pour l'instant c'est pas encore réglementé, parce que si jamais on est 500 demain, peut-être qu'il faut y penser, choses, oui. Mais en tout cas aujourd'hui c'est très flexible, et du coup aussi un management qui est pas dans le micromanagement et qui va laisser l'opportunité à chacun de monter en compétences. C'est ça en fait, c'est qu'il y a 2 choses, c'est que tu vas monter en compétences chez nous plus que n'importe où ailleurs probablement. En tout cas, on m'a dit, je sais, je l'ai vécu, c'est dans les environnements de travail très très durs où tu montes très très vite en compétences. Et c'est vrai. Mais moi, maintenant, j'ai le choix et je crois que le gros avantage d'être entrepreneur, c'est que tu peux enfin concilier tes valeurs avec ton activité au quotidien, et donc tu peux manager de la façon qui te semble la plus adéquate. Et moi, par exemple, je supporte pas les gens qui crient, je ne crie pas. J'ai plein de défauts, mais en tout cas, je crie pas sur les gens et je parle toujours avec respect. Ça, je sais pas si on peut le garantir dans toutes les autres boîtes, mais en tout cas, chez moi, ça fait partie du package, c'est une certitude. C'est qu'on va faire monter la personne en compétence et qu'elle va avoir un rôle qui sera bien plus important que si tu vas rejoindre un très grand groupe où tu seras un petit maillon. Après, c'est une autre idée aussi de la façon dont tu veux évoluer, et peut-être que tu veux un très gros nom sur ton CV parce que tu penses que c'est ta carte de visite, et c'est tout à fait valable comme raisonnement. Mais du coup, moi, je vais aussi chercher des personnes qui ont pas un esprit entrepreneurial, mais en tout cas qui ont une appétence pour le risque, peut-être. Enfin, pour le risque. Non, parce que je propose que des CDI et que ça marche très bien. Donc après, il y a pas de raison. Mais peut-être que c'est plus risqué pour certains d'avoir un nom qui est moins connu que d'aller chez Bouygues ou Vinci ou Total. Qui sont un petit peu plus gros. Qui sont à peine plus gros, je crois. Mais pas de beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Est-ce que tu as des mentors qui t'accompagnent ou qui t'ont accompagné jusqu'à présent? Alors, je suis grande lectrice. Du coup, j'ai des mentors de lecture principalement, que j'adorerais pouvoir rencontrer en vrai. Pour certains, il va falloir creuser, je crois. C'est peut-être trop tard, malheureusement. Dans les personnes, les premières personnes que j'ai lues, le premier livre que j'ai lu et qui m'a vraiment marqué sur ça, c'est Sheryl Sandberg, et c'était le Lean In. Le bouquin Lean In, donc sur prendre ta place à table, qui m'avait beaucoup marqué. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais elle dit qu'en gros, elle va à une négociation et il y a un associé qui vient et qui a 2 collaboratrices, et en fait, il n'y a pas assez de chaises autour de la table, puis il y a 2 chaises un peu plus loin au fond de la salle, et du coup, le monsieur s'installe à table et les collaboratrices, elles se mettent sur les petites chaises derrière, quoi. Et elle disait, mais non, mais prends ta place à table, en fait, tu prends tes chaises et puis tu l'avances, parce qu'en fait, de fait, c'est ce qui s'est passé. Personne ne leur a proposé de rejoindre. Donc, tu peux pas attendre qu'on t'invite à table. Voilà. Donc ça correspond tout à fait à mon caractère. Donc ça m'a beaucoup parlé. Comme aussi, elle parle d'avoir un vrai conjoint qui prend sa part, ce qui va permettre d'avoir la carrière que tu rêves, dont tu rêves, pardon. S'il y a bien un élément qui est très important, évidemment, c'est soit de pas avoir de conjoint ou pas de bâton dans les roues, ou en tout cas d'avoir quelqu'un qui te permet de faire ce que tu veux faire. Et quand tu dois travailler 15 heures par jour parce que tu montes ton projet, en fait, c'est simple, il faut bien faire tourner la maison. Si tu as une famille, des enfants, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies quelqu'un qui prenne au moins sa part, si ce n'est une part et demie. Voilà, donc ça, c'était ma première... pas rencontre, mais rencontre littéraire qui m'a bien marquée. Et ensuite, mes 2 autres grandes autrices favorites, qui sont 2 personnes. Écoute, c'est simple, j'ai pleuré pour 2 personnes, pour la mort de 2 personnes que je ne connaissais pas, qui étaient inconnues personnellement. C'était Françoise Héritier et Benoît de Groult, qui sont mes 2 autrices fétiches, qui partagent, outre la même génération, leur engagement pour le féminisme, et qui ont posé des concepts qui à l'époque étaient j'allais dire révolutionnaires, mais ce qui est encore plus triste, c'est que je relis régulièrement leurs livres, et d'ailleurs j'ai offert le livre Ainsi soit-elle, qui est un de mes livres favoris, à l'ensemble de mon équipe pour la journée des droits des femmes, parce que ça m'a tellement marqué, ce livre, que je voulais qu'ils le lisent également, et c'est toujours tellement tristement d'actualité que c'est désespérant. On a l'impression que ça a été écrit l'année dernière. Je sais que c'est une cause qui te
qui te touche, en tout cas, que tu défends ardemment, du coup. Et est-ce que tu as un message à faire passer par rapport à ça, justement? Il y a beaucoup de messages à faire passer. Le premier, c'était ce que je disais tout à l'heure sur les hommes qui doivent prendre leur part et les femmes qui doivent choisir des hommes qui prennent leur part. Et si c'est trop tard, il faut le forcer. Mais il faut absolument savoir s'entourer. En fait, on sait qu'il faut s'entourer dans la vie professionnelle. S'entourer de bonnes personnes bienveillantes, de personnes qui vont nous aider à grimper les échelons. On s'entoure dans notre vie personnelle d'amis qui sont là, toujours dans notre poche quand on a besoin d'un petit remonte morale. On s'entoure de mentors, de livres qui nous inspirent. Et la personne avec laquelle on partage sa vie, il faut absolument qu'elle soit aidante dans nos projets et donc qu'elle soit absolument pas un frein. Donc si la réflexion aboutit à je sais pas, parce que pour mon conjoint c'est pas pratique, c'est un gros point d'alerte. Et du coup, inversement, pour m'adresser aux hommes, soyez là pour soutenir vos conjointes, vos épouses, ou d'ailleurs je m'adresse aussi aux femmes qui soutiennent leurs femmes et leurs épouses, pour être là et pour se partager les rôles et pour se dire aussi, c'est difficile de faire avancer la carrière de tout le monde en même temps, parce que sinon ça se fait trop au détriment de la vie de famille, si on a des enfants notamment. Et peut-être que du coup il faut le faire chacun à son tour, mais j'ai l'impression que c'est souvent le tour de l'homme. Du coup, peut-être que ce serait bien parfois de pousser et de se dire, mais là en fait c'est mon tour, c'est à mon tour de faire une avancée de carrière. J'ai mis ma carrière entre parenthèses. Quand on a eu des enfants, par définition on a eu quelques mois d'absence, donc ça a été pris en compte de façon probablement pénalisante dans l'entreprise. Peut-être qu'après, à un moment donné, si la personne elle le souhaite, encore une fois c'est pas du tout une obligation, mais se dire que on va mettre un coup d'accélérateur et donc on a besoin d'avoir un renfort derrière soi et que la personne elle soit vraiment là. Il y a une réflexion tout à l'heure, en fait, quand on a préparé le podcast sur le télétravail, justement, tu avais une réflexion intéressante que tu m'as partagée. Est-ce que tu veux bien la partager avec nos auditeurs? Oui, c'est une réflexion que je me suis faite très récemment en me disant que la flexibilité qu'on offre dans les entreprises en termes de télétravail, sans le borner, donc ni sur le nombre de jours, ni de façon sans délai de prévenance ou que sais-je, est-ce que, en voulant ménager ça et nous ménager nos collaboratrices ou les femmes ou les hommes, est-ce que souvent ça ne se fait pas au détriment de la vie professionnelle de la femme, parce que est-ce que c'est pas toujours elle qui va bénéficier entre guillemets, prendre l'opportunité de bénéficier de cette flexibilité là. Et donc si votre enfant est malade, moi ma boîte elle est compréhensive, donc vous allez chercher votre enfant et peut-être que c'est vous aussi qui faites les courses et peut-être que c'est vous qui lancez toutes les machines. Et je dis ça, je suis la première parfois à rester à la maison une journée dans la semaine en me disant là c'est plus pratique parce que comme ça je peux lancer 2-3 trucs. Oui, mais en fait pourquoi est-ce que c'est majoritairement les femmes qui vont bénéficier de ça, ou alors est-ce que les hommes ne jouissent pas de cette même flexibilité, et ça veut dire qu'ils s'autocensurent globalement, parce que dans les entreprises où la flexibilité elle est ouverte aux hommes comme aux femmes, on est en train de constater en tout cas que souvent les hommes ne la prennent pas. Et du coup je me demande si, comme le Covid a eu un effet absolument dévastateur sur la vie professionnelle des femmes, puisqu'elles ont enchaîné les triples journées avec les devoirs, les écoles, le ménage, la gestion des repas et le travail, et les employeurs avaient absolument la même demande de productivité que quand c'était pas le cas, est-ce que du coup les hommes, eux, n'en bénéficient pas en disant toi, chez toi c'est flexible, ou toi t'es flexible, moi je suis pas flexible, ou moi je peux pas, ou en fait c'est juste moi je préfère aller au bureau, c'est comme ça. Donc tu penses qu'il y a une préférence en tout cas pour le présentiel de la part des hommes plutôt que de la part des femmes? Justement, c'est une sensation. Je pense et je le constate, mais moi, encore une fois, je me fais ce constat, mais moi la première, je me dis que parfois, c'est quand même bien de pouvoir avoir du flex. Oui, c'est bien d'avoir du flex, mais en discutant avec d'autres entrepreneurs ou d'autres grands groupes, on me disait, oui, mais du coup, si les hommes dans l'entreprise sont toujours, eux, sur place et non pas en flex travail ou en télétravail, ils sont plus visibles. Et comme on est encore en France et qu'on est encore sur la prime à la visibilité, ça voudrait dire que cette flexibilité qu'on vous offre, en réalité, peut-être qu'elle vous dessert, et je dis vous les femmes, peut-être que ça dessert les femmes et que du coup ça valorise encore plus les hommes parce que eux ils sont sur place, parce que eux ne prennent pas, et on les voit, et eux ne prennent pas cette flexibilité. Et en plus,
pourquoi est-ce qu'il la prendrait, puisque de toute façon, tu as ta journée de télétravail et tu lances les lessives, donc c'est commode, c'est pratique. C'est une interrogation, j'ai pas encore de réponse à tout ça, mais effectivement, on va revenir nous en parler. Je me disais que potentiellement ça pouvait être contre-productif, alors que l'idée c'était justement de donner un peu plus de marge de manœuvre aux personnes pour leur vie perso. Et que ça peut avoir des incidences bien plus profondes que juste de la facilité et du confort par rapport à sa vie personnelle pour le coup, mais que ça peut avoir des incidences même sur le professionnel. On le sait, il y a des grosses réflexions en effet sur la vie d'équipe pour le coup, le fait on perd un peu en spontanéité, en échange quand chacun est en effet chez soi, devant son bureau, dans son ordinateur, à la maison. Oui. Ouais. En fait, si vous êtes toujours là au bureau, on sait bien qu'il y a des conversations informelles qui vont se faire autour de la machine à café, autour d'un déj impromptu ou au détour d'un bureau, et parce qu'on se voit. Alors que quand on est à distance, il y a plein d'outils qui existent et on est les premiers à les utiliser, mais vous êtes connecté, vous n'êtes connecté aux personnes que lorsque vous êtes connecté, ou que quand le call se fait. Donc quand vous raccrochez le call, vous êtes à la maison, vous avez raccroché le call, pour vous la conversation elle est finie, mais potentiellement dans les bureaux, si les personnes sont là, elle n'est pas finie, et on peut pas les empêcher d'aller discuter autour de la machine à café. Ou vous connaissez aussi ce truc des hommes qui vont parler dans les toilettes, qui ne sont pas mixtes. Par définition, mais c'est comme ça se fait comme ça, mais du coup il y a toute une zone de conversation qui peut se faire dont les femmes seraient exclues, et là en l'occurrence si elles sont à la maison pour avoir plus de flexibilité, elles sont pas dans le lien social de l'endroit où les conversations se prennent, et parfois les conversations sont informelles, mais parfois c'est des conversations importantes, et des décisions vont se prendre, et vous allez dire bah oui mais on en a parlé pendant le call, ah oui mais on en a reparlé après, et en fait on s'est dit que... Et voilà, et vous étiez pas là. D'accord. Et c'est vrai qu'on parle aussi dans les toilettes des femmes et à la machine à café, du coup. Oui, mais généralement, c'est pas des réunions COMEX stratégiques dans les toilettes des femmes. Non, personnellement, j'ai jamais vu ça. Voilà, alors que potentiellement, j'ai déjà vu des décisions qui se prenaient là où on n'est pas autorisé. D'accord. Sans aucune transition, Émilie, est-ce que tu as des sources d'inspiration ? Outre les livres que j'ai cités et ces femmes extraordinaires, moi je garde toujours un œil très ouvert sur ce qui se fait aux États-Unis. En fait, c'est simple, ils ont toujours un coup d'avance sur nous. Donc, en fait, c'est une position très confortable pour nous parce qu'il suffit de regarder. C'est un peu la lucarne sur le futur. Je fais souvent la blague de dire qu'il y a peut-être le jet lag parce que le temps que ça arrive jusqu'à nous, c'est un peu plus long. Mais en fait, non, c'est que pour le continent parce que quand ça arrive en Angleterre bien plus rapidement, c'est globalement pas beaucoup plus court. Donc, tout ce qui est dans le monde anglo-saxon, en tout cas pour ce qui concerne mon domaine, ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je guette beaucoup. Voilà. Après, dans ma vie perso, sur les sources d'inspiration, j'essaye d'avoir des respirations quand même, même si c'est pas facile. C'est important pour moi d'avoir d'autres choses. Je vais beaucoup au théâtre, j'allais beaucoup au ciné, mais ça c'était avant. Et je lis beaucoup des choses assez diverses, beaucoup d'ouvrages sur le féminisme, mais pas exclusivement, aussi beaucoup de romans, et j'écoute plein de podcasts. C'est incroyable. J'espère que tu écouteras le nôtre du coup. Tu parlais de l'inspiration dans des US. Est-ce qu'il y a des tendances justement pour les legal operations qui s'annoncent pour les mois ou années à venir ? Oh là là, oui. En fait, ce qui s'annonce pour nos prochaines années, c'est ce qui s'est passé il y a 5 ans là-bas, donc au mieux. Hein, donc bon, globalement... Au tout début du Covid, quand je faisais beaucoup de calls justement avec les US pour voir ce qu'ils faisaient et puis pour qu'on échange sur les pratiques, ils nous demandaient alors vous, c'est quoi le gros sujet du moment ? Et je disais nous, le gros sujet du moment, c'est la signature électronique. Et les gars me regardaient avec des yeux écarquillés en disant non mais... Non, c'est pas une blague, c'est vraiment à cette époque-là, il n'y avait pas la moitié des entreprises qui étaient équipées d'un outil de signature électronique. Donc, comment dire qu'on était très 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 en retard quand eux, ils sont dans des problématiques de ticketing, de SLA, de la direction juridique, d'agrégation de données, de dashboard. Enfin voilà, ils ont des équipes. Ils n'ont pas une personne en LegalOps, ils ont des équipes de LegalOps. Donc, à un moment donné, nous, on en est toujours à dire, je suis pas sûre d'avoir quelqu'un pour t'occuper à plein temps. C'est quand même, c'est révélateur, quoi. Donc, voilà, les tendances sont celles-là. Après, c'est les US, donc ils sont très en avance. Il y a déjà des problématiques d'intelligence artificielle, mais j'aime pas trop en parler en France parce que ça fait paniquer tout le monde. Et j'ai envie de leur dire, de toute façon, les gars, vous avez même pas de contract management déjà, donc on a un petit peu le temps de revenir.
Ok. Tu parlais beaucoup de littérature pour le Quotient tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une citation qui te guide au quotidien et que tu aimerais nous partager? Oui, et donc il y a une citation que j'avais imprimée et mis au-dessus de mon bureau quand j'étais salariée. Donc c'est vraiment sur mon premier poste, hein, donc ça remonte. Que j'avais découvert dans l'ouvrage de Sheryl Sandberg, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse lui en attribuer la maternité. C'est What would you do if you were not afraid? Donc, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et je trouve que c'est une question incroyable, hein, parce que quand on a l'honnêteté de se la poser, le nombre de choses qu'on ferait, mais on se dit non, mais je peux pas parce que ça. Et on trouve plein de. Et je dis pas que les raisons sont pas bonnes, hein. Je dis juste que même de se le noter et de s'interroger régulièrement et de savoir pourquoi on le fait pas, mais qu'est-ce qu'on aimerait faire, c'est incroyable parce que ça réouvre un champ des possibles. Tentaculaire, et que souvent on a fait nos études, donc du coup on a suivi la suite logique, après on a pris le poste, et puis après le poste d'après qui était logique. Bon, parfois on fait un truc d'entrepreneuriat et puis on prend un petit chemin de traverse, mais en fait on reste quand même, là c'est le podcast des entrepreneurs du droit, donc en plus on reste dans le domaine du droit, mais en fait, le monde est grand quand même, et la vie est longue, j'espère, et du coup, on pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, pour moi, c'est un mantra très important. Et comme en plus, je suis pas peureuse dans la vie, en tout cas, la peur, c'est pas une limitation chez moi. Mais c'est peut-être parce que je l'ai beaucoup regardée au-dessus de mon écran. Cette citation, voilà, je vous invite à vous poser la question. 3 minutes d'introspection de qu'est-ce que vous feriez si vous aviez pas peur. Et toi, justement, qu'est-ce que tu aurais aimé faire enfant si tu n'avais pas été entrepreneuse aujourd'hui et que tu feras peut-être après, vu que... Alors, moi, je voulais être avocate quand j'étais enfant, donc c'était pas très original. En fait, ta question, c'est qu'est-ce qu'on ferait, quel aurait été mon rêve, c'est ça? Oui. Mais des rêves, on en a, j'espère, à tous les stades de la vie. Et du coup, j'avais des rêves quand j'étais plus jeune, mais j'en ai aujourd'hui et ils sont pas forcément les mêmes. Mais j'espère que je vais contribuer à pouvoir les réaliser. En fait, la seule différence entre les objectifs et les rêves, c'est un plan d'action, quoi. Donc, qu'est-ce que tu mets en œuvre concrètement pour atteindre tes rêves? Aujourd'hui, moi, je suis très contente de ce que je fais. Donc, pour l'instant, mon rêve, c'est de continuer ce qu'on est en train de faire croître la société. Je pense que la chose incroyable quand on est entrepreneur, c'est d'un coup de se dire non seulement j'ai une super idée, j'ai beaucoup bossé et quelqu'un est prêt à me donner de l'argent pour la valeur que j'apporte, mais en plus, quand on embauche quelqu'un, c'est que tu te dis j'ai créé des emplois, je fais vivre des gens croient en mon projet et donc ça c'est vrai que c'est une fierté aussi incroyable, c'est que il y a des emplois qui dépendent que de toi, donc c'est à la fois c'est incroyable et c'est absolument terrorisant évidemment. Voilà, si j'ai l'occasion dans une 15e partie de vie, dans mes rêves, j'aimerais bien avoir une entreprise qui soit beaucoup plus sociale, avec un impact fort sur les sujets qui me tiennent à cœur, donc sur l'éducation des petites filles, sur l'égalité homme-femme, sur la parité en entreprise, mais aussi des choses sur l'accès des femmes aux soins médicaux, je veux dire, je choisis des combats, il y en a 1000, et moi des choses qui m'animent, il y en a 1000, donc la plus grosse difficulté ce serait plutôt de choisir une seule chose, et voilà, peut-être que je serais amenée à le faire un jour ou l'autre. Eh bien, écoute, on va suivre ça de près, du coup. Mais c'est vrai qu'il y a une question que je t'ai pas posée, mais que j'ai déjà ma réponse, c'est qu'est-ce qu'il faut être, comment il faut être et quelles sont les qualités requises pour être LegalOps. Mais tu as un petit peu déjà répondu parce que, comme vous avez pu le comprendre, Émilie semble extrêmement organisée et qu'en effet, il y a un rêve, il y a un plan d'action, on le réalise et c'est parti. Ouais, oui, je disais que moi, je suis pas la bonne personne pour écouter les gens qui ont un problème, les amis qui viennent nous voir en ayant un problème. Moi, je suis pas bonne écoute à rien faire et à faire juste de l'empathie. C'est important de connaître ses limites, et là moi ça en est une. Moi, quand on arrive avec un problème, mon cerveau se met en mode résolution de problème, donc intuitivement et immédiatement je vais juste chercher ce que je peux faire pour aider cette personne à résoudre le problème. Donc ça c'est un tropisme personnel que je peux appliquer dans ma vie professionnelle, et donc c'est extraordinaire et ça m'aide au quotidien. Mais oui, c'est ça, il faut être très organisé, très rigoureux, très curieux, pouvoir parler une autre langue que la sienne, la langue informatique en l'occurrence, voilà, et aller chercher les informations un peu de part et d'autre. Être très sociable, parce que comme c'est un point de rouage très important entre le département juridique et les autres départements, il faut être le fluidificateur. Donc il faut être
la personne très très sympa de la direction juridique, même si tout le monde est très sympa en direction juridique, mais moi je le sais, vous le savez, si les autres départements le savent pas, ça sert à rien, on va pas venir vous voir. Donc il faut être la personne très sympa qui va venir centraliser tous ces points-là. Et est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner soit à un juriste qui débute ou à un entrepreneur, voire les deux? Alors, à un juriste qui débute, je lui dirais viens, rejoins-nous, on est vachement sympa. Je cherche encore des juniors. C'est une blague, mais c'est pas une blague. Un juriste junior aujourd'hui, je lui dirais de bien regarder ce qui se fait à l'étranger, parce que le métier, on n'arrête pas de le dire, ça fait des années qu'on le dit, le métier tel qu'on l'exerce aujourd'hui, il n'existera pas tel quel demain. Il y aura des changements, il y aura des nouveaux métiers qui se créent. Ça, on l'a beaucoup entendu. Il y a eu le contract management, il y a eu le DPO. Voilà. Et là, il y a le Legal Operation Manager. C'est peut-être un tournant qui n'est pas à rater. Et pour moi, ce sera vraiment le métier de demain. Donc, c'est important de prendre le tournant aujourd'hui. Et un conseil pour les entrepreneurs, je dirais que c'est un peu comme la parentalité. Il faut pas trop réfléchir parce qu'on a plus à perdre qu'à y gagner potentiellement. En tout cas, c'est tentaculaire quand on y réfléchit. Et on pourrait se dire que c'est un trop gros chantier et qu'on n'y va pas. Et en fait, quand on est dedans, c'est extraordinaire et certains peut-être voudraient revenir en arrière, mais en tout cas, pas toi. Moi, je regrette pas du tout, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Et c'est vrai que il faut y aller. En fait, il faut pas trop tergiverser, je pense. Sinon, on se lance jamais. Donc, faut y aller. On a une idée, on a envie, on y va. Faut y aller, faut tester. La vie est courte et on peut se trouver plein d'excuses pour pas tester. Mais moi, je suis, comme vous l'avez compris, pas très peureuse et faut prendre des risques dans la vie. Voilà. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer ? Je voudrais remercier toutes mes équipes qui m'épaulent au quotidien, qui font un travail remarquable, qui m'ont fait l'honneur de me suivre dans ce projet et qui rendent la vie plus belle au quotidien et qui me mettent une grosse pression sur les épaules. mais non, ils me mettent pas une grosse pression sur les épaules, c'est pas vrai. Ils m'entraînent au quotidien et j'espère que je les entraîne aussi. En tout cas, je vais leur démontrer qu'ils ont fait le bon choix et qu'ils ont fait un métier d'avenir. Et voilà, et je suis très contente qu'ils brillent à mes côtés. En tout cas, bonjour à toute l'équipe de Calam, The Legal Ops Company, du coup. Et Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être venue partager avec nous du coup ton retour d'expérience d'entrepreneuse du droit. J'espère que tu as passé aussi un bon moment. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un plaisir. Et merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite donc pour un nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Feld Legal. À très vite. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by Feld Legal.